à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE un axe fort de leur stratégie de croissance. Bonjour Émilie, ça va bien? Bonjour Thomas, ça va très bien. Il y a encore des téléspectateurs qui disent, mais rappelez bien ce que c'est que la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et ben voilà, et environnementale, non, il y a ça dedans aussi. Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, absolument. On a tout dit. Ça va Thomas aussi aujourd'hui? Ça va très bien. Allez, on est parti. Voilà le sommaire de ce jeudi 10 septembre. Du caviar responsable. Laurent Dulot, directeur général de la marque Caviar, lance un appel aux chefs de nos restaurants pour qu'ils consomment les œufs de nos esturgeons français. Notre débat du jour s'intéresse à la parité homme-femme dans les entreprises. Vaste sujet que nous découvrirons avec nos invités du jour. Isabelle Nerbet-Beru, secrétaire générale et DRH de Prisma Media, et Chloé Hermani, fondatrice de la Tech School. Et puis Smart Ideas, la start-up du jour, c'est une histoire de chaussettes et de jumeaux, vous verrez. Bonjour Laurent Dulot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général chez Caviar depuis 2012 et vous lancez avec d'autres producteurs français un appel aux restaurateurs et aux chefs de notre pays. Pourquoi ? Oui, oser le caviar français. Pourquoi ? Parce qu'on est une filière, comme beaucoup de filières agricoles de qualité, qui organise le ruissellement naturellement cher à nos politiques, avant les états généraux d'alimentation, qui fournissons le secteur des restaurants. Et comme vous n'êtes pas censé comme vous le savez, par contre, les restaurants ont fermé pendant pas mal de temps, et donc nous, on a eu un très 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 sérieux impact de cette crise de la Covid sur nos business respectifs. Et donc en fait, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a pas mal de caviar chinois qui rentrent en France, alors que, petite parenthèse, le caviar français ne peut pas rentrer en Chine. Ça, c'est la vision du commerce international par les Chinois. C'est-à-dire que les Chinois ne consomment que du caviar chinois, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et c'est pire que ça. C'est que si vous voulez vendre votre caviar en Chine, le seul moyen pour pouvoir avoir le droit de rentrer dans le territoire chinois, c'est de pouvoir vendre votre caviar français à travers un producteur de caviar chinois. Donc autant vous dire que voilà. Donc c'est du protectionnisme déguisé, mais on parle de caviar, on pourrait parler de beaucoup d'aspects d'autres produits qui sont concernés par cette vision du bilatéralisme économique par les Chinois. Ouais, donc, parce que vous disiez caviar chinois en France, 40% du caviar consommé en France est produit en Chine. La Chine qui est devenue le premier producteur mondial devant l'Italie et la France. Absolument. On va revenir sur cet appel « Oser le caviar français ». Mais déjà, moi, ma première surprise, c'est que la Russie n'est pas le premier producteur mondial de caviar. Alors, elle a été. Oui. Elle a été avant le 2008. 2008, il y a eu un moratoire international face à l'épuisement des ressources naturelles de la mer Caspienne, qui était le principal réservoir pour le beluga et l'Ossietra, qui étaient en fait les deux espèces endémiques de cette mer. Et donc, devant ce moratoire a interdit la pêche sauvage. Donc, l'histoire du caviar moderne est devenue une histoire de caviar issus d'aquaculture. Et à ce moment-là, les Russes, ils sont comme tout le monde, comme l'être humain. La cigale et la fourmi, ça vous dit quelque chose. Et donc, ils n'ont pas prévu ce changement. Et donc, aujourd'hui, ils produisent à peu près 60 tonnes de caviar issus d'aquaculture, alors qu'ils ont produit à l'époque 1000 tonnes au pic, dans les années 90, de caviar sauvage. Ça veut dire qu'ils sont combien placés au niveau mondial ? Pour vous donner une idée, la boîte que j'ai l'honneur de diriger, elle fait 20 tonnes à elle toute seule. Donc, on fait pratiquement un tiers de ce que fait toute la Russie, ce qui est pas mal pour des petits Français. Ils sont très très loin dans le ranking. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de caviar sauvage aujourd'hui ? Si vous en avez, c'est que c'est du caviar de contrebande. Voilà, c'est interdit, c'est ça ? C'est interdit à part une espèce aux États-Unis, qui est le Transmontanus, qui est une espèce endémique de la rivière Mississippi, où là on a un petit peu de possibilités, parce que là il y a beaucoup de poissons dans la rivière, donc il y a une certaine flexibilité, mais pour l'ensemble des autres espèces, il y a 24 espèces d'esturgeons qui donnent du caviar autour de la planète, voilà. Et pour l'ensemble de ces 24 espèces, il est interdit de les tuer, de les prélever dans le milieu sauvage pour en faire du caviar. Alors là on a posé le secteur, mais il y a plein de questions sur l'aspect durable et sur l'élevage. Comment on élève ces esturgeons du coup ? Alors comment on élève les esturgeons ? Comme on élève à peu près
près tous les poissons, à part que c'est la durée qui va un peu changer, parce qu'en fait, pour arriver à nous, ce qu'on veut, c'est pas la chair du poisson, ce qui est un premier élément RSE sur lequel il faudra revenir. C'est la maturité sexuelle qui nous intéresse, puisqu'on veut les œufs. Donc la maturité sexuelle chez ce poisson, qui est un poisson préhistorique, 200 millions d'années, c'est comme un requin. Hein. Cherchez pas d'écailles, il n'y en a pas. Il a une peau. Cherchez pas d'arêtes, il n'en a pas. Il est cartilagineux, c'est un requin. Donc ça arrive, pour vous donner une idée, le béry, le sibérien, c'est-à-dire une des 2 espèces avec lesquelles on travaille, qui est d'origine sibérienne comme son nom l'indique, c'est 7 ans. Et le Guldenstati, qui est celui qui est issu de la mer Caspienne et qui donne de l'eau tiède, c'est 7 ans. Le beluga, c'est 14 ans. Il faut l'élever pendant 7 ans ou plus avant de le sacrifier. Le beluga, c'est une sorte d'esturgeon. C'est une sorte d'esturgeon, oui, c'est ça. Le poisson s'appelle Ousso. Voilà, le poisson s'appelle Ousso. Et donc voilà, donc il donne le beluga. Donc en fait, vous nourrissez le poisson, vous le prenez tout petit. Nous, on travaille de l'œuf à l'œuf. Déjà, ça c'est un premier élément très très caractéristique chez nous, puisque quand vous voulez travailler sur une espèce, qu'elle soit animale ou végétale, si vous voulez avoir quelque chose de très qualitatif, il est important de pouvoir contrôler la génétique. Voilà, donc de pouvoir travailler sur les géniteurs ou sur les semences. Voilà. Donc nous on travaille sur les géniteurs, c'est mon collègue là. Et donc ça c'est une belle femelle. Photo, hein. Ça c'est une belle femelle Guldenstati qui fait 20 kg. Elle va donner 2 kg de caviar. Là elle fait un bon mètre 20 là. Ouais, c'est la taille normale ça. C'est ça, d'une femelle de 8 ans, 9 ans qui fait chez nous une vingtaine de kilos. Là c'est un beau bébé. Il est costaud Nicolas. Il vaut mieux l'avoir avec soi quand on joue au rugby. Il se fait des bras. C'est une autre façon de faire de la muscu. Ça aussi, c'est en parlant des RSE, par exemple, parce que nos gars, là, ils ont beau être jeunes et costauds, ils prennent tous les poissons à la main. Il y a 20 000 poissons par an que l'on travaille. Imaginez leur dos. Donc, on a mis des petits systèmes pour permettre de mettre les poissons, de les lever hors des étangs, de manière à ce qu'ils ne se cassent pas le dos, etc. La RSE, chez nous, elle va jusqu'à ce niveau-là. Oui, et puis l'espace aussi, des bassins. L'espace, oui. Donc là, c'est sur notre ferme de Saint-Fort-sur-Gironde, une des 7 fermes que l'on a, c'est une ferme d'affinage où on a les poissons qui finissent leur vie. Voilà, elle est là. C'est 5 hectares de bassin sur 10 hectares de ferme qui sont placés dans une zone Natura 2000. Donc là aussi, donc on a où en fait les oiseaux migrateurs, on est à mi-chemin entre l'Europe du Nord et l'Afrique. Et les oiseaux migrateurs s'arrêtent là durant leur migration. Bon bref, donc il faut qu'on soit très respectueux de la nature. Là, on a des densités de poissons qui sont de l'ordre de 2 kg au mètre cube. Pour vous donner une idée, la plupart des élevages de poissons, on a des poissons qui sont entre 50, 90, voire plus de 100 kilos au mètre cube, dans ce qu'on appelle le cage farming, qui sont dans des cages. Ouais. Là, vous imaginez le stress du poisson, plus l'impact sur l'environnement. Là, on est à 2 kilos au mètre cube, donc la femelle, elle a de la place. Une femelle fait 10 kilos. Hein. D'accord. La qualité de l'eau, c'est j'imagine, une dimension très importante. Ouais. Essentielle. C'est comme pour faire des bons alcools distillés, il faut une eau de très très grande pureté. Ouais. C'est l'essentiel du début de l'histoire. Vous la contrôlez comment, en fait ? On a plein de paramètres qu'on contrôle en ligne, qui sont soit contrôlés de manière daily basis, journalière, soit qui sont contrôlés plutôt tous les mois. Il nous faut des eaux qui soient exemptes de résidus de pesticides, de résidus d'herbicides, de métaux lourds. Donc on a vraiment, ça c'est des contrôles qu'on fait en systématique. Et puis après évidemment des choses comme l'azote, comme les phosphores, comme les sulfates, les sulfites, comme bon voilà. Donc on a plein de évidemment l'oxygène, puisque le poisson avec ses branchies, il respire l'oxygène, il capte l'oxygène qui est dans l'eau. Donc oui, ça ce sont des paramètres que l'on contrôle et qu'on contrôle lorsqu'on les prélève sur les rivières ou sur les sources, et que l'on contrôle lorsqu'on les rend à l'état, à la nature. Puisqu'en fait l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un impact neutre sur aussi la qualité de l'eau. Alors, donc on a des roseraies au fond, là on ne voit pas bien, mais au fond de ces 5 bassins, on a des systèmes de roseraies qui vont dénitrifier les eaux, puisqu'on a des bassins là, de décantation qui nous permettent de faire décanter ce qu'on appelle les fesses, et ensuite de dénitrifier l'eau. Laurent Dulot, on va boucler l'histoire. Non, mais c'est passionnant. Moi je découvre un univers, c'est passionnant. On va revenir à cet appel, puisque ça c'est l'actualité, oser le caviar français. C'est quoi? C'est des chefs, des restaurateurs, des étoilés ou pas? Alors dans le monde du caviar, il y a 2 types d'acteurs. Il y a les producteurs, donc comme nous, qui sommes plutôt nouveaux, puisque avant 2008, il n'y avait pas des producteurs en aquaculture, ou il y en avait peu. Nous, on a commencé en 90, donc ça fait 30 ans qu'on a commencé. Et puis, vous avez les négociants qui sont là depuis tout le temps, avec des grandes maisons qui sont connues, qui sont même pour certaines qui sont séculaires pour certaines. Ces négociants travaillent avec du caviar russe, du caviar iranien, et aujourd'hui travaillent avec du caviar qu'ils achètent dans différentes fermes, dont certaines qui sont localisées en Chine. Pourquoi? Parce que
que les espèces qui en Chine, Shrinky, Doricus, qui sont des espèces endémiques, les Chinois ils sont plutôt malins, ils les ont hybridés pour pouvoir avoir des poissons qui poussent vite mais qui donnent des caviars de qualité, parce que le caviar chinois, il faut arrêter de penser que le caviar chinois n'est pas de qualité. Si les chefs étoilés ils sont tous sauf débiles. Oui, s'ils le mettent à leur carte, c'est que s'ils le mettent à leur carte, c'est qu'effectivement le caviar est très beau. C'est des caviars qui sont assez gros et ils sont assez croquants. Voilà. Donc ça, c'est deux des caractéristiques qu'on attend d'un caviar. Ouais. Et par contre, alors donc il reste une minute. C'est quoi votre argument pour convaincre les chefs français? Donc, je finis, mais par contre en termes de goût, ils n'ont pas grand-chose. Or la cuisine avant tout, c'est du goût. Donc voilà mon argument pour moi, c'est qu'on a été solidaire avec les chefs. On a travaillé ensemble. Nous, par exemple, on a servi 400 repas au monde médical à Bordeaux avec des chefs qui étaient au chômage. Je suis dans des laboratoires de traiteurs qui étaient au chômage. Donc on s'est tous mis ensemble. On a travaillé ensemble. Donc il y a une vraie solidarité. Et les chefs sont d'ailleurs tout à fait solidaires avec les filières amont agricoles. On fait partie de ces filières amont agricoles. On a un produit d'une super qualité qui a des engagements éco-responsables, éco-durables, éthiques et qui est local. Donc, n'hésitez plus. En plus, c'est du caviar qui a du goût, parce que la différence du caviar chinois, qui en a peu, c'est du caviar qui a du goût. Donc il est beau, il est moins croquant, certes, il est moins gros, mais il est beaucoup plus goûteux, et il est français, éco-responsable, éco-durable. C'est ça l'idée, c'est ça le message. Voilà. Merci beaucoup, merci Laurent Dulot. Merci bon vent au caviar français, et votre marque c'est Caviar avec un K. Non, c'est la marque, c'est Sturia, comme c'est marqué sur le livre. Caviar, c'est mon groupe. Ah, c'est le groupe. C'est le groupe. Bah voilà, il était temps de comprendre ça, monsieur Thomas Hugues. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, c'est notre débat RSE, débat sur la parité femmes-hommes. La parité homme-femme, c'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, j'accueille tout de suite nos deux invités. Isabelle Narbet-Burud, secrétaire générale et DRH de Prisma Media. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et Chloé Hermary, fondatrice et présidente de l'ADA Tech School. Bonjour. C'est une école d'informatique féministe, accessible, sans bagage académique. On va voir ça tout de suite. Peut-être commençons par un chiffre. En 2019, les femmes ne représentent que 17,7% des postes dans les instances dirigeantes des entreprises du CAC 40 en France. C'est le ministère de l'économie qui donne ce chiffre cette année. Donc c'est presque du double quand même par rapport à 2013. Mais ce chiffre est loin d'être satisfaisant selon vous. C'est caractéristique de la parité, de l'état de la parité homme-femme en France aujourd'hui? Isabelle, allez-y. Alors, c'est des chiffres qui décrivent les entreprises du CAC 40. Oui, donc peut-être que c'est des entreprises qui ont besoin de plus de temps, j'imagine, pour injecter une féminisation plus forte des fonctions hautes. Pour ce qui concerne Prisma Media et donc des entreprises de moyenne taille, de 1000-1500 employés, c'est sans doute plus simple à mettre en place dès lors qu'on a une conviction très forte, évidemment, de viser une égalité professionnelle et d'avoir une démarche volontariste qui, en fait, compense ce que l'écosystème n'arrive pas à faire tout seul. On a quand même des politiques de gouvernement depuis plusieurs années qui favorisent l'égalité professionnelle. On a maintenant des lois qui prévoient un scrutin électif paritaire. Donc les maires, mairesses, évidemment, modifient profondément la société. On a également des scrutins électifs au niveau professionnel. On a des représentants maintenant du personnel qui sont obligatoirement paritaires. On a l'index égalité professionnelle, qui est une très bonne chose parce que c'était important qu'on ait une définition de l'égalité professionnelle dans les entreprises. On ne peut pas faire de progrès tant qu'on ne pilote pas par des indicateurs. Et une définition commune dans toutes les entreprises. Est-ce qu'il y a un effet domino? C'est-à-dire, est-ce que quand une femme est nommée à un poste hiérarchique important, elle va avoir tendance à promouvoir d'autres femmes? Alors, sans doute, mais pas seulement. Moi, je me félicite énormément de l'action des hommes, également. Moi, j'ai rencontré sur mon parcours, et je fais partie d'une entreprise, j'ai cette chance, j'ai un président qui promeut énormément l'égalité professionnelle, et tout ce que j'arrive à mettre en œuvre, bien évidemment, c'est parce que mon dirigeant, en fait, promeut l'égalité professionnelle. C'est sa conviction, également. Chloé Hermary, vous avez fondé une école, je le disais, informatique féministe. Pourquoi ? On parlait justement des chiffres là, de mixité en informatique. Ils sont même moins bons que cela. C'est plus du 10% versus 90%, 15,85 selon les chiffres, que ce soit dans les écoles ou ensuite dans les équipes techniques dans les entreprises. Ça, c'est un problème. Pourquoi ? Alors, on parle de problèmes pragmatiques qui touchent toutes les entreprises. C'est que finalement, en fait, des équipes
mixtes sont plus efficaces, produisent plus de résultats, c'est 20% à peu près de résultats économiques en plus. Et puis, dans le cas particulier de l'informatique, c'est un problème parce que ce sont des métiers qui structurent finalement notre société de demain. Donc en fait... Et c'est très occidental ce ratio. Dans les pays asiatiques, on en parlait il y a quelques jours, en Inde notamment, la parité, elle est totalement respectée dans les métiers de l'informatique, alors qu'en France, en Occident, c'est pas le cas. Ou le Maghreb aussi. Ou le Maghreb, oui. Ouais. Et c'est hyper intéressant à contextualiser justement, d'un point de vue géographique, évidemment, mais d'un point de vue aussi historique. En fait, et c'est là où on comprend que parfois on a ce truc de se dire, si les femmes ne font pas d'informatique, c'est peut-être parce qu'elles n'aiment pas ça. Mais en fait, quand on recontextualise géographiquement, on se rend compte effectivement qu'en Asie du Sud-Est, au Maghreb, ce sont des postes qui sont à majorité féminine. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, finalement, c'est physiquement assez peu éprouvant, on peut travailler de chez soi, c'est un métier finalement qui correspond aux femmes. Et puis, dans la construction occidentale de l'informatique, il y a eu effectivement des femmes jusqu'aux années 90 pour ces mêmes raisons. C'est des postes qui ressemblent un petit peu au secrétariat. Puis, dans les années 90, notamment donc dans le monde occidental, c'est devenu un milieu très capitalistique. De pouvoir. L'informatique, c'était la bulle Internet, le début de la bulle Internet. On pouvait gagner beaucoup d'argent et construire le monde. Et là, d'un seul coup, comme par magie, ça s'est inversé. Voilà. Et donc là, ce sont devenus des métiers, on va dire, de stratégie, etc. Et donc du coup, ce sont des métiers qui se sont massivement masculinisés. Et donc du coup, on a vu la part des femmes décroître. Donc pourquoi féministe alors ? Ça veut dire que vous vous adressez uniquement aux femmes ? Non, ça veut dire, on est une école qui est mixte, ouverte à toutes. Ça veut dire que c'est en fait une réflexion qu'on va dire systémique. Aujourd'hui, pour qu'il y ait des femmes dans l'informatique, il faut réfléchir à la place des femmes dans la société. Il faut réfléchir à comment on oriente nos petites filles depuis le début, comment ensuite on les intègre dans les entreprises, comment on adopte en entreprise des politiques internes également d'inclusion et de diversité, le congé paternité, etc. Donc dire qu'on est une école féministe, ça veut dire qu'on est une école qui questionne justement cette place des femmes dans la société, cette place à laquelle on conditionne les femmes à avoir, et dire qu'on réfléchit là-dessus. Donc on va avoir une réflexion au niveau de l'école, systémique, que ce soit dans notre mode de recrutement, notre pédagogie, notre système de validation de compétences, et ensuite notre intégration en entreprise. Isabelle Narbey-Bourou, est-ce que les médias, parce que Prisma, vous êtes au cœur de ce métier évidemment, c'est un secteur un peu plus paritaire que les autres, d'après vous ? Sur les positions hautes, j'en suis pas certaine. Pas forcément. Plus on monte en grade, moins c'est vrai. Oui. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de profils féminins. Chez nous, on a 63% de femmes, et je pense que c'est vrai dans beaucoup de groupes de médias. Alors nous, on a un COMEX à 60% féminin. Mais c'est assez rare. Ça doit être rare. Ouais. Et on a 40% de femmes cadres dirigeantes et 62% de managers femmes. Voilà. Donc on a quand même un niveau par rapport à notre représentation à 63%, quand même qui est un peu en recul. Je pense que c'est pas nécessairement, encore une fois, lié au secteur. Voilà. Même si c'est plus facilitant, j'imagine, par rapport à un groupe industriel d'avoir... c'est on a envie de savoir justement votre point de vue, vous qui traitez, vous qui êtes dans les médias, vous avez plusieurs magazines, c'est le groupe Bertelsmann, donc Géo, Femmes Actuelles, Gala, je ne vais pas tous les citer. Et tant d'autres. Vous avez certainement un regard sur la place, le traitement de la place de la femme dans les médias depuis ces dernières années. Comment est-ce que vous avez pu observer ça ? Alors, moi je dirais que en fait, la femme... Elle est évidemment hyper bien intégrée dans les médias parce qu'elle a des qualités en fait qui sont valorisées dans les médias. Plus qu'avant, vous diriez en ce moment Plus qu'avant, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus valorisé qu'hier ? En tout cas, l'égalité professionnelle est induite aujourd'hui dans toute action. Donc oui, alors... Mais après, il y a aussi ce qu'on voit, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on voit à l'antenne. On remarque parfois que, alors c'est peut-être en train de changer, mais par exemple que les prises de parole d'experts sont beaucoup plus masculines que les prises de parole de témoins.
où là, on va avoir éventuellement plus de parité. Ouais. Donc là aussi, c'est quoi? Puisque là, on parle de médias, c'est du volontarisme de la part d'un directeur de rédaction, d'une équipe rédactionnelle. C'est très très simple. Il y a autant de femmes experts que d'hommes. Mais bien experts. sûr. C'est sûr, mais Il la mise en suffit avant est juste pas la même. d'avoir la conviction d'avoir cette mixité, une totale mixité, et d'avoir des méthodologies qui prévoient en effet d'avoir un plateau mixte ou qui se rapproche de la mixité. C'est un réflexe qu'il faut avoir. Quand je recrute des positions de cadre dirigeant, par exemple, si je ne suis pas interventionniste vis-à-vis de mon chasseur ou vis-à-vis de ma prescription, c'est-à-dire si je n'exige pas autant de candidatures femmes que hommes, j'ai des chances de n'avoir que des candidatures hommes. Et pour certaines fonctions, c'est systématique. Ça Comment vous l'expliquez? Comment? Je l'explique parce que je pense que les chasseurs vont à la facilité, parce que les hommes ont plus confiance en eux, parce qu'ils postulent davantage à des postes de cadre dirigeants et pas des femmes. Les femmes se voient adjointes, mais pas directrices. Et nous, ça nous arrive, depuis le début de la saison, on s'est dit, il faut qu'on réussisse à un peu plus équilibrer et féminiser nos plateaux, parce que c'est vrai que la solution de facilité, c'est souvent d'inviter des hommes qu'on a déjà invités ou vus dans d'autres émissions. Donc il y a une démarche interventionniste à réaliser, en effet. Mais vous y arrivez. On commence à y arriver. Je voudrais qu'on revienne sur le nom de votre école, Ada Tech School. Ada, c'est pour Ada Lovelace, évidemment, que peu de gens connaissent. C'est une pionnière, en l'occurrence, du codage à une époque où l'informatique n'existait pas, c'est ça? Exactement. En fait, c'est celle qui a inventé le premier algorithme de l'histoire. Alors, à cette époque, c'était avec une machine et des cartes. Mais en fait, elle a inventé la première logique algorithmique de l'histoire. Donc, on la considère comme la mère du code. Et donc, du coup, c'est un petit peu ce qu'on racontait tout à l'heure sur la contextualisation de l'informatique. Appeler notre école Ada Lovelace, c'est rappeler en fait qu'il y a eu des grands noms de femmes dans l'informatique. Et donc, qu'en fait, aujourd'hui, donc c'est encouragé déjà de dire aux femmes, vous n'avez aucune raison de nous dire je n'ai pas ma place et je ne peux pas y inscrire ma marque, puisque en fait vous avez eu des femmes également dans l'informatique. Dernier mot, quelques secondes. Et puis donc du coup c'est pour pouvoir aussi remettre en valeur des rôles modèles auprès des femmes, de la reconnaissance et de se dire qu'elles aussi elles ont accès à ce secteur. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, c'était passionnant. On passe à la bonne idée du jour, Smart Ideas, une histoire de jumeaux et de chaussettes. Smart Ideas, une bonne idée, une start-up mise en avant. Nos invités sont venus en chaussettes, ça va, je vérifie. Bonjour Antonin et Bastien Ulisny, bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Je commence comme ça parce que évidemment vous avez fondé une marque qui s'appelle Pile ou Face. Vous allez nous raconter dans quelles conditions. C'est une marque de chaussettes. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos chaussettes? Qui commence? Alors, Bastien. ce sont des chaussettes dépareillées, fabriquées entièrement en France. Et surtout, ce sont des chaussettes dépareillées avec une véritable histoire derrière. Oui, pourquoi alors elles sont dépareillées? C'est-à-dire qu'elles sont similaires mais différentes, à l'image en fait des jumeaux. Nous, parce que vous êtes jumeaux. On l'avait pas remarqué. en fait, Combien de fois on a dû vous faire la blague? Pardon, excusez-moi. Une fois. En fait, c'est vraiment à l'image des jumeaux, c'est-à-dire de loin, on croit qu'elles sont similaires. Et en fait, plus on se rapproche, on se rend compte d'un petit trait de caractère différent, comme les jumeaux. De loin, on est similaires. Ouais. Quand on se rapproche, on se rend compte, bon, Antonin, il a une mâchoire un peu plus carrée. Donc on est similaires, mais à la fois différents. Et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans nos chaussettes. L'une a la petite écriture mettez-les bien haut qu'on les voit. L'une a la petite écriture pile sur l'arrière et l'autre face, en fait. Tout simplement, voilà. Ok, vous avez d'autres exemples, je crois. On a d'autres exemples, bien sûr. Pile ou face, donc ça c'est le modèle plutôt féminin. Pour enfants? Alors, pas forcément. Pas forcément, des femmes ou des hommes. C'est-à-dire qu'Émilie a imaginé plutôt le mettre à sa fille. Oui, exactement. Que de les porter elle-même. Mais bon, ça c'est son choix perso. C'est tout simplement parce qu'en fait dedans il y a de l'élastane qui permet en fait de maintenir la chaussette et permettre une élasticité, si je peux dire. Donc c'est vraiment le. Elles sont made in France. Elles sont 100% made in France. On travaille avec une bonneterie basée à côté de Limoges, donc dans le Limousin. Qui s'appelle la Maison Brousseau, c'est ça? La Maison Brousseau, exactement. Avec qui nous avons collaboré pour créer une collection de 12 modèles pour le moment. Et voilà, on tend justement à élargir la gamme puisque nous sommes actuellement sur la plateforme Ulule, donc la plateforme de crowdfunding, pour récolter des fonds et développer notre gamme par la suite. Alors, expliquez-nous ça. C'est-à-dire, vous en êtes vraiment au tout début de la marque, c'est ça? C'est ça. Voilà, on est vraiment au tout début de la marque. On s'est lancé donc dans cette période donc, de crowdfunding tout simplement, donc, pour récolter des fonds tout simplement, mais également pour tester le projet.
et communiquer et développer la notoriété de la marque. Donc c'est sur ces 3 éléments qu'on a essayé en fait de jouer par cette période donc de crowdfunding et sur laquelle actuellement on a rempli plus de 450% de l'objectif. Atteignons les 500 voire les 600 avant la fin qui est le 15 septembre. Donc dans une semaine. Dans une semaine. Qu'est-ce qu'ils gagnent, enfin à quoi ils participent ceux qui viennent sur ce projet, des chaussettes, quoi d'autre? Ouais. Alors les personnes qui peuvent, alors tout le monde peut contribuer à notre projet. Les personnes qui souhaitent contribuer ont différentes contributions qui leur sont proposées sur la plateforme Ulule, à savoir des contributions avec nos paires de chaussettes à l'intérieur, mais également des contributions avec des partenaires avec qui on a élaboré des contributions. Je dirais spécial en fait, un package. Donc on a réussi à avoir des partenariats et le soutien de Birchbox, de Eco Réseau Business, de 3x20 et de Combat de Coq qui nous soutiennent donc pour cette période, avec lesquels on a créé aussi des packages avec nos chaussettes à l'intérieur pour le plaisir de tous les contributeurs. Quels sont vos autres engagements responsables alors concernant la fabrication de vos chaussettes? On travaille avec une usine qui est labellisée par différents labels, à savoir l'Origine France Garantie, ce qui était vraiment c'était pas une option pour nous, on voulait vraiment travailler avec des usines qui étaient labellisées, et elle est aussi labellisée entreprise du patrimoine vivant. Ça veut dire quoi ça? Alors c'est-à-dire c'est une entreprise, enfin c'est un label qui du coup regroupe les entreprises qui ont un savoir-faire qui perpétue souvent plus de 70 ans dans le cas de Brosseau Textile, du coup. Plusieurs générations, et c'est ce qu'on recherchait justement, c'est travailler avec des entreprises et des usines françaises qui savaient faire et surtout qui produisaient avec des bonnes matières premières. Mais à côté de ça, on a aussi un autre engagement qui est, on est donc dans l'association 1% pour la planète, qui est en fait un comité d'entreprise donc de 2500 entreprises, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. On verse tous du coup 1% de notre chiffre d'affaires tous les ans à cette association qui elle ensuite, vous allez du coup, ouais, vous allez de moi. C'est quand même un sacré engagement. Vous démarrez à peine et vous vous engagez déjà à verser ça. C'est ça, tout à fait. Voilà, on s'engage très prochainement, on espère, à redonner 1% de notre chiffre d'affaires pour améliorer, si je peux dire, le quotidien de tout l'environnement. Et la matière de vos chaussettes, c'est fait en... Alors, elles sont basées sur 3 matières principales, à savoir le coton, donc pour la douceur et le confort, de l'élastane, donc comme on vous disait pour justement la souplesse et le maintien, ce qui est très important, et du polyamide pour renforcer le talon et à la fois les pointes de la chaussette, puisque c'est surtout à ce niveau-là où on peut souvent rencontrer les premiers problèmes. Bon, on ne peut pas avoir des spécialistes de la chaussette sans poser la question essentielle. Pourquoi nos chaussettes disparaissent dans les machines à laver ou dans les sèche-linges? C'est une bonne question. Vous n'avez pas la réponse? On a la réponse. Ah. Alors en fait, dans le tambour de nos machines à laver, elles se coincent à l'intérieur, elles passent par le joint. Et voilà, je vous invite simplement à démonter votre machine à laver. La maquilleuse Laure nous l'a dit juste avant. Donc je fais confiance à cette double source et je vais démonter ma machine à laver ce week-end. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Pile ou face, c'est donc le nom de votre marque. Bon vent à vous. Voilà, à très bientôt sur Bismart. Nous, on vous donne rendez-vous demain à 9h, à midi, à 20h30 pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut. À demain.